Baccalauréat session 2015, l'heure n'est pas encore au résultat comme annoncé sur les réseaux sociaux. Les enseignants s'activent depuis jeudi dernier pour la correction des copies. Patience et calme sont demandés aux candidats. Nous vous donnerons plus de détails dans ce journal. Les travaux de reconstruction des mausolées de saints de Tombouctou au centre de la 39e session du Comité du patrimoine mondial à Bonn en Allemagne. Au cours de la session, les experts et autres panélistes ont dressé le bilan de ce chantier de réhabilitation dont les travaux s'achèveront à la fin de ce mois. La grande cantatrice Bako Dagnon n'est plus. Elle s'en est allée tôt ce 7 juillet 2015 à 5 h du matin à l'hôpital du Point G à l'âge de 62 ans. Sori Ibrahima Keïta jette un clin d'œil sur le parcours d'un baobab culturel qui se couche. Mardi 7 juillet, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Les travaux de la deuxième revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA se poursuivent à Bamako. Les projets et programmes à l'étude concernent tous les secteurs socio-économiques de l'espace UEMOA. Les actions spécifiques en faveur du Mali se résument à l'étude de la route Ansongo-Menaka-Anderiboukan jusqu'à la frontière nigérienne. Il faut aussi compter la construction de la route du Poisson en 5e région et les projets de reconstruction des régions du Nord. Le point, c'est avec Boubacar Sissoko. Cette deuxième revue annuelle des réformes politiques, des programmes et projets communautaires de l'UEMOA s'inscrit dans la perspective de la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. À cet effet, l'agenda de la revue prévoit de traiter plusieurs dossiers. Ainsi, les projets à l'étude sont nombreux et concernent beaucoup de secteurs de la vie socio-économique de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il y a des projets dans le domaine comme les infrastructures, les transports notamment. Il y a l'aspect énergie, également des projets dans le domaine, je dirais, de l'agriculture et de l'environnement. Il y a des questions qui sont liées à l'enseignement. Cet accompagnement se concrétise au Mali par des projets porteurs soutenus par l'UEMOA, notamment son intervention dans le système Fagibine en région de Tombouctou. C'est vrai que ce projet important est intervenu avant la crise, mais c'était la réalisation de 350 forages dans la région de Tombouctou également. Et il y avait aussi un projet important qui était l'habilitation du système Fagibine, qui devait se faire avec une agence des Nations Unies, le PNUE, pour 3 milliards de francs CFA. Et je crois que la Commission avait même déjà décaissé 1 milliard au PNUE. Et la crise est survenue. Et je crois qu'en ce moment, il y a une mission pour voir comment les activités puissent pouvoir reprendre. En dehors de ça, nous nous focalisons aussi sur le désenclavement. Dans ce cadre, nous cofinançons la réhabilitation et le bitumage de la route du Poisson à Coro. Nous construisons même entièrement une station de paysage. Par ailleurs, d'autres programmes sont en vue au Mali dans le cadre de la reconstruction des régions du Nord. Ces programmes s'inscrivent également dans les actions de la paix de l'UEMOA en faveur du Mali. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore des extraits de ce reportage. Le Conseil national du crédit du Mali a tenu cet après-midi sa deuxième session au titre de l'exercice 2015. Au cours des travaux, les administrateurs membres du Conseil ont examiné la situation économique et financière de l'UEMOA et du Mali concernant les finances publiques. Le Conseil a noté avec satisfaction les résultats encourageants obtenus au cours du premier trimestre 2015 en termes de mobilisation de recettes budgétaires. Pour plus de détails, écoutons Mamadou Igor Diarra, ministre de l'économie et des finances, président du Conseil national du crédit. Tout particulièrement, nous sommes penchés sur la situation économique et financière du Mali au terme du premier semestre. Force est de constater que de grands pas ont été réalisés depuis la fin de l'année 2014, dans la mesure où nous sommes dans la bonne trajectoire des recettes budgétaires qui sont attendues dans la loi des finances. Nous avons apuré la dette intérieure pour plus de 200 milliards de francs CFA, donnant du regain à nos entreprises.
Et nous sommes désormais dans une perspective de croissance qui devrait donc être durable, mais aussi dépasser un niveau de 5%. Je rappelle que désormais, nous avons suffisamment de recettes pour faire face à nos priorités. Nous allons mettre en œuvre, donc au cours de ce mois, une augmentation salariale consécutive aux accords intervenus avec l'UNTM, tout en procédant au rappel. Et je précise au passage que désormais, tous les salaires de l'administration publique sont assurés au plus tard le 20 du mois. Et cette fois-ci, on le fera également avant. Mais d'une façon générale, je dirais que nous avons examiné d'autres points. La problématique de la finance islamique. De plus en plus, notre espace est convoité, mais aussi réceptif. Naturellement, comme toutes les institutions communautaires, la Banque centrale nous a invités à transposer davantage de textes dans nos réglementations nationales, des textes communautaires. Je rappelle que le Mali n'était pas loin de 60%, en tout cas en termes de performance, mais nous allons poursuivre. Voilà, le ministre de l'économie et des finances, Mamadou Igor Diarra, était au micro de Fousseini Tounkara. Conférence de presse relative au mandat de la MINUSMA qui se prolonge jusqu'au 30 juin 2016. Et c'est le représentant spécial adjoint de la MINUSMA, Arnaud Akedjounou, qui a animé ce point de presse. Mamadou Doumbia était sur place. Commenter le mandat de la MINUSMA sous la résolution 2227 du 29 juin 2015, tel est l'ordre du jour spécial de cette conférence de presse. Avec cette nouvelle résolution qui proroge le mandat de la MINUSMA jusqu'au 30 juin 2016, ces actions sont réorientées à la mise en œuvre de l'accord de paix et la supervision du cessez-le-feu. Loin d'être considéré comme un corps étranger, Dixit Akedjounou, la MINUSMA est là pour appuyer le Mali et maintenir la paix. La MINUSMA, ce n'est pas un corps étranger au Mali. Ce n'est pas un corps étranger. La MINUSMA, c'est le Mali. On ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas assez. Pourquoi? Le Mali fait partie des Nations Unies. Et le Mali contribue, je dis bien contribue, à la vie de la MINUSMA. De la même façon, le Mali contribue à ce qui se passe à l'ONUCI, contribue à ce qui se passe aujourd'hui à la MINUSCA ou à MONUSCO ou à Haïti ou en Afghanistan et autres. Le Mali contribue à cela. Au cours de cette conférence, des journalistes ont posé des questions souvent difficiles selon Akedjounou, comme par exemple l'utilité contestée de la présence de la MINUSMA. Les incidents de Gao ayant conduit à mort d'hommes, selon Akedjounou, le mandat de la MINUSMA n'est pas de faire la guerre, mais de maintenir la paix. Nous ne sommes pas ici pour faire la guerre, mais nous sommes ici pour maintenir la paix. Maintenir la paix, c'est fondamental. Maintenir la paix. Et de l'autre côté, il y a un outil de police. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas la MINUSMA? Je vous ai dit que nous aurions pu tous les jours vous dire ce que nous faisons. Maintenant, toutes les semaines, Madame Achouri et son équipe vous convient à une conférence de presse. Ne venez pas seulement à cette conférence de presse pour écouter, poser des questions. Et là, vous verrez dans quel domaine nous travaillons. Au sein de la MINUSMA, 1200 fonctionnaires y travaillent, dont environ la moitié est constituée de nationaux avec un budget chiffré entre 800 à 900 millions de dollars. À ce jour, elle a effectué environ 26 660 patrouilles. Et nous avons ce message de condoléances du président de la République, chef de l'État, son Excellence Michel Kafando, président de la transition du Faso. Suite à l'attaque terroriste survenue le jeudi 2 juillet 2015 sur l'axe Gundam-Tombouctou et ayant causé la mort de 6 casques bleus burkinabés et blessé 5 autres, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et en mon nom propre, exprimer
d'exprimer à votre Excellence, au peuple burkinabé ainsi qu'aux familles durement éprouvées, mes sentiments de profonde compassion et souhaiter prompt rétablissement aux blessés, tout en vous renouvelant notre solidarité et notre ferme condamnation de cet acte odieux. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta. Direction Bonn, en Allemagne, où s'est tenu du 28 juin au 8 juillet dernier les travaux de reconstruction des mausolées de saints de Tombouctou. C'était à la faveur de la 39e session du Comité du patrimoine mondial. Au cours de la session, les experts et autres panélistes ont dressé le bilan de ce chantier de réhabilitation dont les travaux s'achèveront à la fin de ce mois. La délégation malienne était conduite par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Ndiaye Ramatoulaye Diallo. Là-dessus, le commentaire de Modibo Souari. 3 ans après leur saccage pendant l'occupation des régions du nord du Mali, les mausolées de Tombouctou sont de nouveau debout. Leur destruction a constitué une tragédie pour les communautés locales et internationales. Une situation qui a conduit le gouvernement malien à solliciter en mai 2013 l'appui de partenaires extérieurs, notamment l'UNESCO, en vue de leur reconstruction. Sur les 16 mausolées inscrits au patrimoine mondial, 14 furent rayés de la carte. Seuls 2 mausolées survécurent à ce tragique massacre des éléments les plus importants de la vie culturelle et religieuse des communautés de Tombouctou. Au cours de cette 39e session du Comité du patrimoine mondial à Bonn en Allemagne, l'histoire de ces chantiers de réhabilitation hors du commun a été retracée et un hommage a été également rendu aux efforts consentis par la communauté internationale et la mobilisation des communautés locales. Au Mali, la protection du patrimoine a été intégrée comme un élément clé de la construction de la paix, de la mobilisation des habitants et de la cohésion sociale. C'est à bien des égards une première mondiale et un bel exemple pour le monde dans la gestion future des conflits contemporains. Cette reconstruction des mausolées de Tombouctou a été initiée par le Comité du patrimoine mondial en 2012 depuis leur inscription sur la liste des sites en péril. L'événement d'aujourd'hui est donc l'occasion de célébrer notre collaboration avec l'UNESCO et qui a commencé il y a plus de 2 ans, et de réitérer l'engagement de la MINUSMA à soutenir la sauvegarde du patrimoine culturel. Dans le cadre de la résolution 22-27, nous avons effectivement assisté pour la 3e fois consécutive au renouvellement de ce mandat par le Conseil de sécurité, d'aider les autorités maliennes, dans la mesure du possible et du nécessaire, à protéger les sites culturels et historiques du pays contre toute attaque en collaboration avec l'UNESCO. Le Mali saisit cette tribune pour saluer l'engagement sans commune mesure de la directrice générale de l'UNESCO ainsi que de son équipe. Cette collaboration avec le soutien financier et technique de partenaires aura permis à 12 mausolées d'être entièrement reconstruits et aux 2 derniers mausolées encore en chantier de finir avant la fin juillet 2015. À l'issue de la session, l'UNESCO a remis une distinction d'honneur à la Corporation des maçons de Tombouctou, une structure qui dispose d'une expertise de la reconstruction des mausolées. La médaille a été remise à Al-Hassan Assey par la présidente du Comité du patrimoine mondial en reconnaissance du travail accompli. Il a plusieurs fois défrayé la chronique dans notre pays à travers notamment des actes terroristes. Sa libération en décembre dernier en échange d'un otage français avait créé l'émoi parmi les Maliens et les organisations internationales des droits de l'homme. Mais le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avait alors promis que Mohamed Ali Agawadoussen, puisque c'est de lui qu'il s'agit, paierait cher ces actes terroristes dont le dernier avait été l'assassinat de Kola Soufara pour s'évader de la prison centrale de Bamako. C'est ce terroriste qui a été tué dimanche nuit par l'armée française au nord de Kidal. L'événement est à la une des journaux parus aujourd'hui. Lamine Tchekoura nous en parle. Mohamed Ali Agawadoussen, auteur de plusieurs enlèvements d'Européens au nord et de l'évasion meurtrière à la prison centrale de Bamako, a été tué dimanche nuit au cours d'une opération de la force Barkhane. L'opération s'est déroulée dans les massifs du Tegargar
Et les journaux parus ce lundi présentent majoritairement à leur une la mort de ce narcoterroriste et sous-traitant d'AQMI. Wadosène mort dans un raid de Barkhane, titre le bi-hebdomadaire Tikan. Avec lui, plusieurs autres terroristes tués, d'importantes quantités d'armes et de munitions saisies, ajoute l'Indépendant. Fin de course donc pour celui qui avait enlevé le 24 novembre 2011 deux Français, Serge Lazarevic et Philippe Verdon, et qui, pour s'évader de la prison centrale de Bamako, n'avait pas hésité d'abattre de sang-froid le surveillant de prison Kola Sofara, rappelle Info Matin. Les méchants finissent toujours par payer, commentent les Échos. Le journal souligne que l'assassin de Kola Sofara ne l'aura pas emporté au paradis, comme l'avait promis le président Ibrahim Boubacar Keïta. En effet, rapportent les confrères, en décembre dernier, le Mali avait libéré plusieurs prisonniers, dont Wadosène, pour obtenir la libération de l'otage français Serge Lazarevic, dont le compagnon d'infortune, Philippe Verdon, a été tué en 2013. L'opinion publique, ajoutent les journaux, avait peu goûté ce marché. Le chef de l'État avait alors promis de faire payer aux présumés terroristes ses crimes. Note l'essor. Le quotidien national ajoute que Wadosène a été définitivement mis hors d'état de nuire. Le combat est l'indicateur du renouveau de conclure que la mort de Wadosène vient confirmer que l'anéantissement des réseaux terroristes, mafieux et djihadistes est en train de se concrétiser pour l'intérêt de tous, africains et occidentaux. Signalons qu'une délégation du Conseil culturel, du Conseil économique, social et culturel, conduite par son vice-président Yacouba Katile, a pris part du 30 juin au 4 juillet 2015 à Dakar au séminaire sur les défis du changement climatique. Le dit séminaire a été conjointement organisé par l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique et l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie. Et en marge des travaux, les différents chefs de délégation ont été reçus par le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Voilà. Et nous avons également ce communiqué du Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance à propos de la situation en Grèce. Cette réaction donc du parti Sadi qui estime que la victoire massive et le compte du non au référendum en Grèce ce dimanche 5 juillet 2015 renforce la légitimité démocratique du gouvernement, du parti du Premier ministre pour négocier un accord sur des bases justes avec les institutions de la Troïka et les partenaires européens et qui respectent la souveraineté et la dignité du peuple grec. Je vous en parlais dans le sommaire. Il s'agit des résultats du baccalauréat session 2015. Des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux faisant cas d'une éventuelle sortie des résultats de l'examen. Eh bien, Abdelkarim Kaba nous précise que ce n'est pas encore terminé. Les corrections, un tour du côté des enseignants de la rive gauche lui a permis de voir que ces derniers s'activent depuis jeudi dernier pour la correction des copies. L'heure n'est pas encore donc au résultat. On suit son reportage. Moi, je ne parle pas des résultats. Je suis à la correction du baccalauréat. Je n'ai pas fini. La correction n'est pas terminée, donc je ne peux pas parler des résultats d'abord. C'est à ce niveau que se trouvent les copies du baccalauréat session de juin 2015. C'est contraire à la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. C'est peut-être l'œuvre des internautes eux-mêmes qui veulent se faire peur. Nous prenons ça comme des blagues qu'eux-mêmes ils s'envoient. Sinon, nous n'avons jamais dit à quelqu'un que les résultats seront disponibles tel jour ou tel jour. La correction des épreuves s'étend sur environ une semaine. 5 autres étapes sont prévues avant la proclamation des résultats. Ça ne veut pas dire que la correction terminée, on a les résultats tout de suite. Il y a des travaux de secrétariat à faire, des vérifications des notes à faire. Toutes les notes de tous les candidats seront vérifiées au moins 3 fois avant qu'on ne proclame. Donc ce n'est pas une tâche qu'on peut bâcler du jour au lendemain pour donner des résultats. Il ne reste plus aux parents et amis des 24 630 candidats de l'Académie Rive Gauche qu'à patienter avant les grands jours de joie ou de tristesse.
Voilà, patience et calme, merci Abdul Karim Kaba. Les travaux du centre de santé de référence de Massina à 130 km de Ségou avancent normalement et c'est là depuis une dizaine de jours. C'est le constat fait par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui a effectué une visite ce matin sur le site. Arrêté pour un contentieux entre le conseil de cercle de Massina et l'entreprise. Cette reprise a été effective grâce à l'implication du gouvernement. À noter que les travaux de ce centre avaient été lancé en novembre 2011 pour un délai d'exécution de 6 mois. Le récit de nos envoyés spéciaux, Djeli Mangandjabate et Abraman Maïga. Les travaux du centre de santé de référence de Massina ont atteint un taux de réalisation de 80%. Un niveau qui a été obtenu grâce aux nouvelles dispositions entreprises par les autorités du pays. Et pour cause, ce centre de santé dont les travaux ont débuté en novembre 2011 pour un délai de 6 mois a rencontré d'énormes difficultés. À l'origine de celle-ci, un contentieux qui opposait le conseil de cercle et l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. Le centre de santé, ça a commencé il y a à peu près 3 ou 4 ans comme ça, sous prétexte que dans 6 mois, ils vont terminer les travaux. Mais malheureusement, il y a eu des hauts et bas, donc par fini, il y a eu des difficultés. Nous, on était dans les procédures judiciaires. Et il fallait attendre la fin de ces procédures et ça allait nous amener très loin. Pour éviter tout cela, le ministre a intervenu et a pris cette décision qui nous a débouché sur cette proposition, qui est la suivante: mettre le reste de l'argent en régie pour pouvoir compléter les travaux. Avec ce plan d'urgence entrepris par le département pour soulager la souffrance des populations du Massina, les choses semblent rentrer dans l'ordre. En 10 jours d'intense activité, les résultats sont jugés satisfaisants par le premier responsable du département. Une satisfaction qui se justifie par l'opérationnalisation des services administratifs, des blocs de consultation, d'opération, d'hospitalisation et de chirurgie générale. Le chantier du centre de référence de Massina a connu quelques difficultés. Depuis bientôt 1 an, nous sommes intéressés à ce chantier. Et moi-même, je suis venu voir l'état du chantier à l'époque. Il y avait quelques difficultés contractuelles. La population de Massina a demandé une audience avec le Premier ministre pour exprimer ses préoccupations. Nous avons reçu du Premier ministre l'instruction de lever toutes ces difficultés et de faire en sorte que les malades puissent être hospitalisés dans de bonnes conditions avant l'hivernage. Sur ce site de 5,5 hectares, les travaux en cours d'exécution concernent l'achèvement du bloc technique, du service d'urgence, de la morgue, l'aménagement de la cour et la réalisation d'un château d'eau. On vient seulement avec le bloc technique et avec le flux médical. On va finir très bientôt, dans 2 mois, parce que le flux médical, c'est ça qui est un problème. Parce que c'est des trucs techniques, il n'y a pas ça, sinon ce qui est à notre niveau, je pense que l'aménagement, nous, on pourra finir. En attendant la fin des travaux, le ministre Ousmane Kouni a invité les populations bénéficiaires à une utilisation judicieuse du joyau, tout en mettant l'accent sur l'entretien et la propriété des lieux. Un mot à présent de la tournée de sensibilisation dans la zone CMDT de son directeur général adjoint. La délégation a visité des champs modèles à Fana avant de rassurer les paysans sur la campagne en cours. Campagne agricole 2015-2016 qui compte produire 118 000 tonnes de coton-graine contre 94 000 tonnes de la campagne dernière, malgré la rareté des pluies. Abdul Salam Bambara et Mohamed Diarra sont nos envoyés spéciaux. Les campagnes agricoles se suivent mais ne se ressemblent pas. L'évidence, c'est bien dans les champs. À l'unanimité, producteurs, encadreurs et responsables des services techniques déplorent l'installation tardive des pluies. Conséquence, les semis doivent continuer jusqu'au 20 juillet pour le coton. Dans la filiale centre Fana de la CMDT et précisément à Zambougouni, village situé à une vingtaine de kilomètres de Fana, un producteur modèle se distingue du lot. Mamari Diarra, 70 ans, cultive le coton sur 20 hectares avec une production attendue de 24 tonnes. Le maïs est exploité sur 16 hectares.
L'hivernage commence bien. Si je suis à ce stade, c'est parce que j'ai vite commencé les travaux. Je fais 20 hectares de coton. Je ne fais que l'agriculture. Ce paysan modèle a reçu la visite des responsables de la CMDT et ceux de l'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton. Un modèle bien sûr, parce qu'il faut être toujours au champ. Le paysan là, il a 70 ans, il est au champ. Ça c'est un très bon signe. C'est comme d'autres producteurs à Koutiala. À 70 ans, il est au champ. Il suit les travaux avec les jeunes. Bon, ça c'est les encourage. Et c'est avec ça qu'il peut améliorer le rendement à l'hectare. Cette année, la filiale Centre ambitionne de dépasser la barre de la campagne 2014-2015. Tous les intrants sont mis à la disposition des producteurs et nous sommes aujourd'hui, du point de vue sémi-coton, nous sommes à plus de 76 000 hectares de semis sur 111 000 hectares. Il faut rappeler que l'année dernière, la filiale Centre a réalisé 94 000 tonnes. Mais cette année, nous ambitionnons de faire 118 000 tonnes. 118 000 tonnes pour 111 000 hectares, soit un rendement de plus d'une tonne à l'hectare. Un objectif très ambitieux, surtout avec les aléas climatiques. Toutefois, les responsables des producteurs sont optimistes. De Koutiala à Fana, c'est la flotte. Donc c'est rare cette année de voir un tel événement. De ce qui fait que nous sommes très contents aujourd'hui. Théo nous a prévenu de l'installation tardive des pluies. Cela ne doit pas nous décourager. Les semis peuvent continuer jusqu'au 20 juillet. S'il plaît à Dieu, nous aurons une bonne campagne agricole. À Fana, tout comme à Dioula, la mission a eu des échanges directs et francs avec les producteurs sur l'évolution de la campagne agricole. Le programme Alliance pour les écosystèmes des Pays-Bas, mis en œuvre depuis 2011 au Mali et au Burkina Faso, tire vers sa fin. Pour évaluer les 5 ONG qui ont assuré l'exécution des activités sur le terrain, le chargé du programme au Mali a effectué une visite de terrain dans la région de Kaya. Le commentaire de Fademba Keïta. Démarré en 2012, le projet Régénération naturelle assistée RNA, qui consiste à épargner les jeunes plants des aires de culture, prend fin dans un mois. En 5 ans de mise en œuvre, plus de 23 000 ménages adoptent aujourd'hui la régénération naturelle assistée comme moyen de restauration des écosystèmes. Également, le projet a permis d'améliorer la capacité de production de 30 000 hectares de terre dans les zones d'intervention du programme Alliance pour les écosystèmes au Mali. Le programme EA Mali, c'est un programme aussi, on parvenait quand même à l'étendre. Différentes productions, il peut quand même servir à résoudre une grande partie des problèmes liés à la dégradation de l'environnement. Aussi faire en sorte que les paysans puissent être les porteurs même des initiatives qui contribueront à protéger l'environnement. Pour la mise en œuvre de la RNA, c'est-à-dire régénération naturelle assistée, les ONG partenaires ont développé certaines stratégies afin de contribuer à l'augmentation du taux de couverture végétale au Mali. D'abord à travers les radios locales avec qui on a des protocoles de collaboration qui diffusent des micro-programmes régulièrement qui sont écoutés par les populations. Et l'exemple frappant, à travers la radio du Tata de Kougnakari, nous avons plus de 640 paysans aujourd'hui qui ont commencé à adopter la RNA. Le programme EA Mali a été exécuté dans le lac Magui par l'ONG AMCF, dans la mare de Doro par l'ONG Donko, au plateau de Gon par l'ONG HDS et Sahel Eco, enfin dans le delta intérieur du Niger par l'ONG Amprod Sahel. L'Alliance pour les écosystèmes est un financement du comité UICN, de Westland International, de BAF-ENS, tous des Pays-Bas. Le gouverneur du district de Bamako informe le public du recrutement d'un directeur général de l'agence de développement régional du district de Bamako, ADR. Toute personne intéressée donc par le présent avis est priée de déposer son dossier de candidature au gouvernorat du district de Bamako dans les 48 heures. Et le gouverneur sait compter sur l'esprit civique et patriotique de tous et de chacun. On parle d'élections au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation avec les responsables du comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral au Mali, PAPEM. Pour plus de 19 milliards de francs CFA, les élections communales, régionales et du district de Bamako sont annoncées pour le 25 octobre 2015. Suleiman Kenza Sidibé nous en dit plus.
À la faveur de la signature de l'accord de paix du 15 mai dernier, le processus électoral reprend son cours normal. Les élections communales, régionales et du district de Bamako s'annoncent pour le 25 octobre 2015 pour un coût d'opération global de plus de 19 milliards 225 millions de nos francs. Sur ce montant, le Mali doit mobiliser plus de 15 milliards, les partenaires à travers le PAPEM plus de 5 milliards. La révision exceptionnelle des listes électorales allant du 1er au 20 juillet, la pérennisation des acquis du RAVEC et l'actualisation du programme électoral sont des opérations menées sur le terrain pour les besoins de la cause. Conformément au document du projet du PAPEM, les travaux d'achèvement du recensement administratif à vocation d'état civil, en abrégé RAVEC, ont mobilisé toute notre attention en 2014. Pour cette année 2015, à l'issue de ces opérations qui s'inscrivent dans le cadre de la modernisation et de la consolidation du système d'état civil, on peut affirmer que près d'1 million de nouveaux électeurs potentiels ont été insérés dans la base de données génératrice du fichier électoral. Il faut signaler que certaines actions sont déjà réalisées ou sont en cours d'exécution. C'est le cas par exemple de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales qui a débuté le 1er juillet et qui consiste entre autres à procéder à la relocalisation des électeurs réfugiés et retournés aux radiations et aux transferts. Ainsi, les électeurs passent à plus de 7 millions de personnes, d'où de nouveaux besoins à satisfaire urgemment. D'où la remise de ces équipements du PAPEM au ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et les transferts à l'État du Mali. Il s'agit de matériel roulant, d'informatique des bureaux, de connecteurs pour les valides d'enrôlement des électeurs. Au département, les réflexions sont en cours pour la création d'une agence unique dédiée à la gestion des élections au Mali. En 4e région, révision exceptionnelle des listes électorales, 3 communes de la région de Ségou ont reçu la visite du gouverneur. Constat, les électeurs ne se bousculent pas dans les différents centres visités de Ségou. Le compte-rendu de Dougoufana Traoré. Les 3 communes de la 4e région visitées ce mardi par le gouverneur de Ségou sont la commune urbaine de Ségou, les communes rurales de Pelengana et de Sébougou. Partout où le gouverneur est passé, les commissions électorales étaient en place et toutes ont commencé les opérations à bonne date, c'est-à-dire le 1er juillet 2015. Cependant, les membres de ces commissions sont quelque peu découragés à cause du manque d'engouement autour de cette révision exceptionnelle des listes électorales. Chez nous, à Sébougou, on a bien commencé la révision des listes depuis le 1er juillet. Et à nos jours, l'affluence quand même n'est pas aussi que ça, mais les gens viennent. Des dispositions urgentes s'imposent à tous les niveaux pour plus de mobilisation autour de cette révision de liste électorale d'ici la fin des opérations prévues pour le 10 juillet 2015. Dans l'ensemble, tout se passe bien parce que nous avons constaté que les partis politiques, les membres des différentes commissions sont tous sur place. Les choses se passent de façon vraiment acceptable. Ce que je peux dire par rapport surtout aux difficultés que nous avons rencontrées, il s'agit surtout de l'affluence. Je voudrais profiter de votre micro pour surtout lancer un appel à tous les partis politiques et à leurs électeurs pour une plus grande mobilisation autour de cette opération. Cette révision exceptionnelle des listes électorales concerne surtout les radiations, les transferts et les validations. Même activité à Mopti, celle de la révision des listes électorales, pas d'influence non plus, nous indique Yacouba Maïga, qui a suivi le gouverneur en visite dans les communes de Mopti, Fatoma et Kona. C'est le centre de révision des listes électorales de la commune urbaine de Mopti qui a constitué la première étape de cette mission de supervision du chef de l'exécutif régional consacré aux opérations de révision exceptionnelle des listes électorales en région de Mopti. 6 jours après le démarrage des opérations le 1er juillet 2015, il a été enregistré ici 30 transferts et 159 radiations. Par contre, à Fatoma et Kona, les chiffres varient entre 6 et 7 en termes de transferts et entre 7 et 28 pour les radiations. Toute chose qui dénote la timidité de l'affluence. 2 points de satisfaction. D'abord, la présence effective des partis politiques. Le second point de satisfaction, nous avons noté que les membres de la commission maîtrisent effectivement les opérations. En 6 jours de travaux sur 10,
les résultats sont largement en deçà de nos attentes. Pour inverser la tendance, l'accent doit être mis sur l'information et la sensibilisation des électeurs. Je voudrais à présent inviter les partis politiques afin qu'ensemble avec l'administration, que nous conjuguions les efforts pour que les électeurs viennent effectivement valider leur présence sur les listes. Pour ces opérations de révision exceptionnelle des listes électorales qui se poursuivront jusqu'au 20 juin 2015, les électeurs ont non seulement l'occasion de valider leur inscription sur la liste électorale, mais aussi faire le transfert de lieu de vote en vue des prochaines élections communales et régionales qui s'annoncent pour bientôt. Lancement à Gao de la formation des formateurs en entrepreneuriat. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet de développement des compétences et emplois des jeunes initié par la Banque mondiale. Son objectif est de lutter contre le chômage des jeunes. La correspondance de Drissa Kone. Il s'agira de procéder à la formation des futurs formateurs en entrepreneuriat. Ce sont au total 4 de Gao, 4 de Tombouctou et 2 de Kidal qui recevront des qualifications en entrepreneuriat et cela pendant 10 jours. Il s'agit de les entretenir sur différents modules et ces modules sont principalement d'abord un module sur la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat, un second module qui porte sur l'élaboration du plan d'affaires et un troisième module qui porte sur la gestion simplifiée d'une petite entreprise. Il faut rappeler que c'est un projet qui rentre dans le cadre de la question d'emploi pour les jeunes non scolarisés et déscolarisés en vue de promouvoir la question d'emploi. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de développement des compétences et emploi des jeunes PROCEJ. Elle est initiée par la Banque mondiale à travers le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Le PROCEJ vise à lutter contre le chômage des jeunes avec comme tremplin l'entrepreneuriat. Je voudrais préciser que l'objet de la cérémonie entend répondre à la mise en œuvre de la compétence 2 du PROCEJ, dont l'objectif principal est de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Oui, pour les jeunes qui ont malheureusement connu de faibles scolarisations. Grâce au projet, ils seront appuyés dans la création des petites et moyennes entreprises. Sélectionnés parmi tant d'autres, les autorités ont exhorté les participants à plus d'assiduité. Je vous invite à présent à suivre les distributions de kits alimentaires par des associations, des gestes qui entrent dans le cadre de la solidarité et du partage en ce mois béni de Ramadan. Et on fait le point avec Inaba. Sigida Yele, à travers Association Espoir et Renaissance, vient de redonner le sourire à 50 familles démunies de Kalabankourou. Une action qui entre dans le cadre de l'opération Ramadan 2015 et cela grâce aux étudiants maliens résidant en Arabie Saoudite. Le kit est composé de riz, d'huile, de pâtes alimentaires, de sucre et du lait. Auparavant, l'association Espoir et Renaissance avait fait un don du même genre à 150 familles démunies de la même localité. Créée en 2014, l'association Espoir et Renaissance œuvre dans l'humanitaire à travers des dons de fourrage à Kabbalah et à Srakuro Megentana. 2 tonnes de sorgho, 2 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre et des dattes. Tel est en substance le don octroyé par la compagnie d'assurance Nalias aux fidèles musulmans de la grande mosquée de Bamako. Un geste qui permet d'aider les concitoyens musulmans, notamment les plus démunis, à rompre le jeûne dans les meilleures conditions. Le président du conseil d'administration, Moussa Baba Tunkara, a remercié les fidèles musulmans. Il a sollicité les prières et les bénédictions de l'ensemble des Maliens de toute communauté et toutes religions confondues pour que la paix et la solidarité reviennent dans notre pays. L'association islamique pour le salut à Islam offre des vivres aux fidèles musulmans démunis et cela grâce au soutien de la Fondation pour les droits humains, la liberté et le secours humanitaire IHAHA, basée en Turquie. L'objectif de ce programme est d'aider les fidèles musulmans démunis et leurs familles afin de subvenir à leurs besoins alimentaires en ce mois béni du Ramadan. Ces kits alimentaires sont composés de riz, de sucre, de lait et d'huile. Après l'étape de Bamako, ce sont les régions de Kaï, Sikasso, Mopti et Gao qui seront servies. Coût total du programme, plus de 11 millions de francs CFA.
Une tonne de sucre pour les mosquées de Koutiala, un geste de l'ancienne ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Berté Aïssata Benkali. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la solidarité en ce mois béni de Ramadan. La remise du don qui a regroupé les imams des quartiers de la ville s'est déroulée samedi à la grande mosquée de prière de Koutiala. En recevant au nom des bénéficiaires, l'imam de la grande mosquée, El Hadji Moussa Dambélé, a remercié la donatrice pour son geste. Et la maison du Hadj porte à la connaissance de la communauté musulmane du Mali qu'elle organise chaque samedi pendant toute la durée de la campagne du pèlerinage de 9h à 13h des séances de formation théorique et pratique sur le pèlerinage à la maison du Hadj, sise au centre culturel islamique de Amdalaï. Les thèmes porteront sur les rites du pèlerinage, les formalités administratives du voyage et les conditions de séjour en Arabie Saoudite. La maison du Hadj invite les pèlerins de toutes les filières d'organisation du pèlerinage à prendre part massivement à ces journées hebdomadaires de formation qui débuteront ce samedi 11 juillet 2015. Sport basketball, l'équipe nationale des moins de 16 ans filles s'envole demain mercredi pour Madagascar afin de participer du 11 au 21 juillet prochain à l'Afro-Basket de la catégorie à Antananarivo. Les cadettes auront comme ambition de défendre le titre. Kodi Sibi est allé voir leur dernière séance d'entraînement. Depuis la première édition en 2009 à Bamako, le Mali a la même mise sur cet Afro-Basket U16 filles. En effet, notre pays a remporté les 3 trophées continentaux de la catégorie en 2009, 2011 et 2013. Toujours avec le duo d'entraîneurs Oumarou Sidia et Boubacar Diallo. Il y a eu la chance, mais aussi il y a eu le travail et il y a eu aussi la politique. Parce que la fédération a toujours fait depuis un certain temps quand même une politique des jeunes. Et c'est de cette politique des jeunes que nous avons profité. Donc quand la Coupe d'Afrique U16 basket a été instaurée, nous avions déjà des éléments compétitifs. Donc nous avons surfé sur cela pour maintenir le cap. Cette année encore, les cadettes sont confiées aux 2 hommes, comme pour dire on ne change pas une équipe qui gagne. À Madagascar, comme toujours, le Mali sera l'équipe à battre. Il faut par conséquent être armé pour pouvoir défendre le trophée. Nous estimons que nous avons fait ce qu'il y a à faire sur le plan physique, technique, tactique et même sur le plan mental. Maintenant, c'est une compétition, donc on va à la guerre, et à la guerre comme on dit. Les autres aussi, effectivement, vont venir avec leurs armes, mais nous estimons qu'avec le groupe qu'on a, on peut valablement défendre les couleurs du Mali. 11 pays ont confirmé leur participation à cet Afro-Basket. Même si le Mali force respect et admiration, les compétitions au niveau de cette catégorie sont toujours un saut dans l'inconnu. Les enfants viennent sans expérience, mais il faut, je dirais, l'expérience de l'encadrement, entre guillemets, pour pouvoir maintenir le cap. Parce que les enfants ne savent pas à quoi elles s'attendent, mais c'est à nous de leur dire chaque fois et d'insister dessus sur à quoi elles devraient s'attendre et de travailler surtout en conséquence. Parce qu'il ne suffit pas simplement de leur dire, mais aussi de faire le travail qu'il faut pour qu'elles puissent répondre aux exigences de cette compétition. Le Mali ne peut avoir autre objectif que de défendre son titre. Le défi est intéressant et on attend avec impatience que le coach Oumarou Sidia et ses protégés le relèvent. Voilà, l'Afro-Basket du 11 au 21 juillet prochain à Antananarivo. Bonne chance à nos cadettes. Le monde des arts et des artistes triste en ce jour. El Sania Alito, ce 7 juillet 2015, à 5h du matin, à l'hôpital du Point G. Je vous parle de la grande cantatrice Bako Dagnon, l'interprète du morceau fétiche Tiga Moyongo, nous a quittés à l'âge de 62 ans. À son actif, 5 albums, Bako Dagnon a fait connaître le Mali à travers le monde et a fait découvrir les subtilités de la musique mandingue à des milliers de fans qui resteront inconsolables. Sori Ibrahima Keita jette un clin d'œil sur le parcours d'un baobab culturel qui se couche. Il avait le don de galvaniser ses contemporains, de les doper pour le goût d'un travail bien fait, pour les ragardir face aux épreuves de la vie.
Nous, griots, nous chantons les hauts faits, les actes que la prospérité doit retenir. L'enfant de Golobladji dans le cercle de Kita aura suivi jusqu'au bout les traces de sa mère, elle-même griotte animatrice de talent des cérémonies sociales. C'est à son école qu'elle s'imprègne des cultures et traditions mandingues dont elle deviendra bibliothèque vivante et garante de l'héritage. Le rôle des griots, c'est de veiller à la cohésion, à la stabilité, à la bonne entente de la société. Ils sont l'oreille, la bouche et les yeux de la société. Ils encouragent les travailleurs et découragent les paresseux. Mémoire d'une culture ancestrale donc. Bako Dagno était sans doute l'un des secrets les mieux gardés de la musique malienne, imperméable aux vicissitudes du monde artistique de l'heure. Chaque chanson doit avoir une signification. Seulement, voilà, aujourd'hui, on aime trop la facilité et l'argent facile. La différence entre le mendiant et le griot est vraiment minime aujourd'hui. Or, on doit tout faire pour ne pas perdre sa culture. En 1974 et pendant une dizaine d'années, elle s'illustre avec l'ensemble instrumental du Mali dans les campagnes coréennes et chinoises notamment. Auteure de 5 albums, elle est surtout connue avec des titres chocs aussi évocateurs les uns que les autres. Tiga Monyoko, Titati, Sidiba ou encore Donsoke. Incontestablement, le chevalier de l'ordre national du Mali n'était pas moins ce que la culture mandingue, la sienne, désigne sous l'appellation de Ngara, qui n'est certes pas cette personne qui parle ou chante fréquemment, mais bien cette cantatrice qui influence les siens. Et Bako Dagno en était vraiment une. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme salue la mémoire de cette grande figure de la musique malienne qui a su mettre son talent au service du rayonnement artistique du Mali et qui fit connaître au-delà de nos frontières les richesses de la musique traditionnelle du Mali. Et nous avons aussi ce communiqué, les APM, Association pour le Mali, soutien à Ibeka, salue et célèbre la mémoire de Bako Dagno, femme de cœur et de talent visionnaire humaniste, que son âme repose en paix, oui, que son âme repose en paix, amen. Le meilleur ne reste jamais longtemps, dit-on. C'est la fin de ce journal. Merci et bonsoir.